ce soir, dans Envoyé spécial, révélation sur le scandale des laits infantiles contaminés par une toxine. Vous entendrez le témoignage bouleversant d'une maman qui a perdu sa petite fille à seulement 27 jours. Elle se demande justement si le lait n'est pas responsable du décès de son bébé. Des bébés, justement, on en fait de moins en moins en France. On vous emmènera à Bergerac, la ville où le taux de natalité est le plus bas du pays. Et puis on visitera ensemble les nouvelles cathédrales du numérique, les gigantesques data centers. Envoyé spécial a obtenu en exclusivité la possibilité de filmer dans le plus grand d'entre eux. Ça se passe aux États-Unis. Mais d'abord, notre reportage sur ce qui pourrait devenir un scandale sanitaire mondial. Les laits pour bébés contaminés par la toxine céréulide, un additif est en cause. Est-il vraiment indispensable? Est-il dangereux? En tout cas, tous les industriels se fournissent dans la même usine en Chine. Nous avons enquêté. Bonjour mon amour. C'est maman. Camille Jousset vient tous les jours se recueillir sur la tombe de son bébé Isis. C'est le seul endroit en fait où je me sens apaisée parce que je sais qu'elle est là. Je peux pas la voir, je peux pas la toucher, mais elle est là. En décembre dernier, sa fille est décédée. Elle avait bu du lait contaminé par une toxine. J'ai pas su la protéger. Je t'aime, mon cœur. Dans cette maison, Camille élevait seule ses deux filles. C'est à l'étage qu'Isis est morte dans la nuit du 22 au 23 décembre. Ça va faire 3 mois et je suis pas montée à l'étage depuis. Je peux plus y aller, c'est trop. Je revois les scènes, je revois mon bébé inerte par terre et j'y arrive pas. Donc là, on est dans le salon où on vit, on dort ici, on mange ici. Et puis on est entouré de toutes les photos d'Isis pour qu'elle soit avec nous au quotidien. Isis avait seulement 27 jours. C'est la dernière photo que j'ai prise d'elle. C'était le 22, la veille de son décès. Le soir du drame, Camille est dans le salon avec Olympe, son aîné de 6 ans, et Isis. Vers 18h30, comme à son habitude, elle prépare le biberon de lait Guigos pour sa fille. Elle ouvre alors une nouvelle boîte de lait. Un petit peu après, je dirais une demi-heure, 1 heure après, elle a eu des selles très abondantes, donc des diarrhées. Et Isis, c'était un bébé qui à base était constipé, donc c'est vrai qu'elle a une diarrhée importante. Sur le moment, je me suis dit que c'était bizarre. Mais ça m'a pas non plus fait tilt parce que voilà, c'était un épisode isolé. Isis va boire un deuxième biberon à 22h, puis un troisième à 3h du matin. Je lui donne, elle fait son rot comme un bébé classique. Et puis 3h15 plus tard, je me suis réveillée en sursaut. Et je l'ai retrouvée cyanosée avec du sang qui sortait de son nez. Donc tout de suite, j'ai un cri d'effroi et je la prends et je la pose au sol, je la déshabille. Je l'ai appelée, elle répondait pas, elle se réveillait pas. J'ai appelé la police. Ils sont directement fait intervenir les pompiers. Au téléphone, on m'a indiqué de lui faire un massage cardiaque. Donc j'ai fait une réanimation. Je leur dis que je veux pas perdre mon bébé. Mais je sais en fait qu'il est déjà trop tard. Le manque d'oxygène pour un si petit cerveau, c'est pas... Donc je comprends tout de suite, mais je veux pas l'admettre. L'autopsie écarte l'hypothèse d'une mort subite du nourrisson et parle d'un œdème pulmonaire, mais sans en préciser la cause. Isis s'est-elle étouffée ou est-elle morte à cause du lait contaminé? C'est ce que va devoir déterminer la justice. À part la diarrhée, elle n'a pas eu de signes, pas eu d'autres signes. En fait, c'est un bébé qui était en super santé. Elle prenait du poids, elle grandissait bien. Et elle avait vu le médecin le jeudi avant son décès. Et pareil, l'état clinique était parfaitement bon. Donc il n'y a rien qui envisageait un décès aussi brutal en pleine nuit, quoi.
Pendant des jours, la mère d'Isis cherche ce qui a pu provoquer le décès de sa fille. Jusqu'au 5 janvier, lorsque le fabricant Nestlé rappelle de nombreux lots de lait infantile Gigose suite à une contamination par la toxine céréulide. Le lait bu par Isis le soir de sa mort est concerné. Une enquête judiciaire est ouverte par le parquet d'Angers. Le 6 mars, des analyses sur le lait révèlent des taux de toxines plus de 2 fois supérieurs au seuil aujourd'hui fixé pour les bébés. J'ai l'impression d'avoir empoisonné ma fille, sans le savoir. Et c'est un sentiment horrible en tant que maman. On m'a arraché mon bébé. Et ça, j'y arrive pas. J'arrive pas à l'accepter. Ce lait, il aurait jamais dû être mis en rayon. Jamais. On ne devrait pas mettre des filles de bébés en danger pour de l'argent et... Les lots, ils ont été rappelés trop tard. Plusieurs analyses biologiques sont encore en cours pour déterminer si oui ou non le lait bu par Isis a provoqué sa mort. Nestlé, Lactalis, Danone ou encore Vitagermine. Depuis début janvier, 7 fabricants, une vingtaine de marques, ont fait des rappels massifs de leur lait infantile dans le monde entier. Des centaines de milliers de boîtes sont retirées du marché. En cause, une contamination par une toxine, le céréulide, retrouvée dans le lait pour bébé. En France, 5 enquêtes judiciaires sont ouvertes. Plusieurs centaines de bébés seraient tombés malades et 4 décès de nourrissons sont suspectés d'être liés à cette contamination. Le secteur du lait infantile, qui pèse près de 52 milliards d'euros dans le monde, est confronté à l'un des plus vastes scandales sanitaires de son histoire. Tonton, c'est qui arrive? Oh là là là. Quoi? Tu es jaloux, toi? Ouais. Tiens, jaloux, toi? On a Tom et Léo. Ces jumeaux sont les 2 petits derniers de Céline Souillard et Jean-Baptiste Mao. Ils sont aujourd'hui en pleine forme. Mais ces 2 enfants nés prématurés ont été malades pendant 6 mois. Céline en est persuadée. Ils auraient été intoxiqués par le lait infantile Gigose qu'ils prenaient chaque jour. Et les voir beaucoup plus épanouis, en train de jouer et post-ordre de douleur, c'est un vrai enfant, quoi. C'est pas l'enfer qu'on a eu pendant 6 mois. Voilà. Même lui, il acquiesce de la chose. Durant toute cette période, Tom et Léon ont souffert de diarrhée et de violentes douleurs abdominales. Donc là, c'était les crises fréquentes. On voit qu'ils sortent de douleur. Pour évaluer leurs symptômes, son médecin lui a demandé de faire ces images. Donc voilà, des hurlements, il est incalmable, que ce soit la tétine, les câlins, les massages sur le ventre, même sous Doliprane. À cette période-là, c'est Tom faisait sa crise, il s'endormait et Léo prenait le relais. Donc en fait, on dormait jamais. On s'en veut énormément parce qu'on n'arrive pas à les soulager. Enfin, c'était du H24 et tout le monde en pâtissait à leur crise, quoi. Les enfants, notre couple, eux, ils souffraient le martyre, on savait pas quoi faire. À peine 1 mois, les jumeaux sont hospitalisés. Tom le sera une nouvelle fois 3 mois plus tard, suite à une perte de conscience. Les images. Les entendre hurler. Voir Tom à demi mort dans mes bras. Puis les images d'hospitalisation, les cathéters partout. Il y en avait tellement qu'ils étaient perfusés même dans leur crâne parce qu'ils savaient plus quoi faire. Enfin, c'était... Quand on a toujours eu 2 enfants en bonne santé
et qu'on passe de préma branchés de partout en nous disant qu'ils ne savent même pas si on va rentrer avec eux à la maison. C'était dur, très dur. Ponction lombaire, IRM, prise de sang à répétition. Les médecins procèdent à une batterie d'examens, sans jamais trouver la cause des symptômes. À cette période, Céline emmène ses jumeaux chez le docteur presque chaque semaine. Et en fait, on m'a laissé repartir puisque tous les résultats revenaient négatifs. Et sauf qu'à la maison, ça a continué jusqu'à septembre, octobre, novembre, décembre. Et jusqu'à ce fameux rappel de lait qui est tombé en début janvier 2026. J'appelle le médecin, je dis j'ai vu qu'il y avait un rappel de lait, Tom et Léo, je suis sûre qu'ils sont contaminés. Et il m'a dit mais ça peut être lié qu'à ça, tous les symptômes, toute la description, la fameuse toxine peut créer ça. Donc il m'a dit changez de lait. Du coup j'appelle le papa à la rescousse pour me dire le soir même c'est hors de question que je redonne ce fameux lait là, il m'en faut un autre. Donc il part à la pharmacie et il prend je sais plus quel lait à ce moment-là, mais peu importe, je le donne aux jumeaux. Et en fait, les selles, elles sont redevenues normales. Ils sont redevenus constipés et les hurlements se sont estompés au fur et à mesure. Les crises abdominales avaient lieu qu'une fois par jour, ensuite une fois tous les 4 jours, pour après s'estomper complètement. Quelques jours plus tard, Céline reçoit plusieurs emails d'alerte d'Amazon. De nombreux lots qu'elle a achetés sur le site sont retirés du marché. Sur août, septembre, octobre, tous mes laits sont rappelés. Plus là, les 2 boîtes que j'ai, du coup, sur le mois de décembre, tous mes laits sont rappelés. Ça arrive, des problèmes alimentaires, des problèmes de chaîne de production, c'est logique. Mais alors sur une période de 6 mois, en mettant la vie en danger de nos enfants comme ils l'ont fait, sans que nous, en tant que parents, on ait de réponse, sur une longue période comme ça, c'est là où je suis en colère. Est-ce que vous avez contacté la marque ? Oui, j'ai contacté la marque et ils m'ont dit que j'étais le seul parent à avoir appelé pour me plaindre des problèmes de santé de mes enfants. Céline a conservé 2 boîtes de lait rappelées. Nous avons décidé de faire analyser celle de Tom, qui avait été hospitalisé à 2 reprises, afin de savoir si elle est contaminée par le céréulide. Nous obtiendrons les résultats dans 5 jours. Oh yo yo, c'est bon les lardons. Oh là 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 là. Céline s'est associée à 150 parents de bébés tombés malades. Tous s'interrogent sur l'intoxication probable de leurs enfants par la toxine. Sabine et Bruno Bernard ont fondé l'association Intoxalim, qui rassemble ses parents et aide les victimes de scandales alimentaires. Hello ? Oui, bonjour Marine, c'est Sabine et Bruno. Depuis plus de 2 mois, ces bénévoles se sont penchés sur l'affaire. Ils ont des parents au téléphone presque tous les jours. Dans les tout premiers temps, moi j'étais même connectée la nuit pour répondre parce que parfois on m'envoyait des messages alors que les parents donnaient les biberons. Et en fait, là, les tout premiers jours, c'était vraiment énorme. Vous m'entendez ou pas ? Oui, je vous entends. Ce jour-là, à chaque coup de téléphone, le scénario se répète. Comment va votre bébé ? Bah ça va beaucoup mieux. Enfin, voilà. En ligne, Camille, maman d'un bébé de 4 mois. Incompréhension totale. Et comment vous vous en êtes aperçu ? Quels étaient les symptômes ? Comment ça a démarré ? En fait, il a commencé à vraiment bouder ses biberons. D'accord. Et on commençait à avoir des diarrhées liquides, il commençait à pleurer. Du coup, le 1er janvier, là, c'était une descente aux enfers. Donc, c'était vraiment des pleurs incessants, il se tordait de douleur, des vomissements en jet. Enfin, voilà, c'était vraiment une horreur. Donc, on était chez ce médecin qui nous a dit que c'était une gastroentérite. Et au final, 2 jours après, le petit, malgré les traitements, toujours de la diarrhée, toujours des vomissements, etc., on était aux urgences. Et au final, donc, il n'y avait pas de gastroentérite. D'accord. Et ils nous disent, c'est intéressant, ça. que du coup, voilà. C'est incroyable. Bah, c'est ça, Les vomissements et les diarrhées sont aussi des symptômes caractéristiques de l'intoxication au céréulide. mon entourage. Et à chaque fois, quand les bébés changent de lait, tout s'arrange. Hallucinant, dans les 24 heures qui suivent, bébé pleure plus, bébé fait ses nuits, bébé vomit plus, bébé a plus de diarrhée. Voilà. Magie. Eh oui.
Plusieurs témoignages de parents révèlent d'autres symptômes sévères. Oui, bonjour Sandy. C'est Sabine et... Sandy est maman d'une petite fille de 11 mois. Elle a bu du lait râpé durant plusieurs semaines consécutives. Elle a une stagnation de la croissance. Je ne comprenais pas. En fait, on s'est beaucoup remis en question. On s'est dit, est-ce que c'est notre faute? Est-ce qu'on fait quelque chose de mal? Elle a fini par faire des selles remplies de sang. Là encore, une errance médicale qui dure, jusqu'à un appel de sa pharmacie au mois de janvier. Donc le 21 seulement, vous avez eu connaissance du rappel. C'est ça. On s'est dit, mais c'est quelque chose qu'elle consomme tout le temps. C'est quelque chose qui l'empoisonne. Le lait, ça a toujours été la même marque. Et j'avais gardé les pots de lait vides. Par chance. Eh oui. Et c'est une vingtaine de pots de lait vides que j'avais gardés. Wow. J'en avais 11 qui étaient concernés par le rappel. À ce jour, il n'existe pas d'études qui évaluent les risques sur les nourrissons d'une exposition prolongée à cette toxine. Il y a encore des diarrhées, mais c'est pas aussi horrible qu'avant. D'accord. Est-ce qu'il y aura des séquelles ou pas? Est-ce que tout va bien rentrer dans l'ordre? Toujours les mêmes questions. On a toujours peur de donner à manger. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va lui donner dans son assiette? Soutenue par l'association, Sandy et 23 autres familles ont porté plainte. Elle vise les fabricants et aussi l'État, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires. Mais comment s'explique cette contamination de plusieurs centaines de milliers de boîtes de lait pour bébés à l'échelle planétaire? L'origine de ce scandale se trouve en Chine, à Wuhan, derrière les murs de Cabio Biotech. Life is born from nature and from love. L'entreprise chinoise fabrique de l'ARA pour acide arachidonique, un acide gras ajouté dans la majorité des laits infantiles pour nourrissons. Il est fabriqué dans ce genre de cuve à partir d'un champignon par un procédé de fermentation. La contamination a eu lieu à 7 étapes. Une bactérie, le Bacillus cereus, se serait multipliée et aurait ensuite libéré une toxine, le céréulide. À la différence de la bactérie, cette toxine est extrêmement résistante. Pour la détruire, il faut la soumettre à une température de 130 degrés pendant plus d'1 heure. Cet ARA contaminé a ensuite été vendu aux producteurs de lait infantile. Cabio revendique 300 clients dans le monde entier. L'entreprise fournit notamment Danone, Nestlé et Lactalis, les 3 plus grands fabricants de lait en poudre du marché français. Nous avons essayé de contacter Cabio Biotech. Nous n'avons toujours pas eu de réponse. À ce jour, 60 pays sont concernés par les retraits de lait infantile. Un scandale planétaire que dénonce aussi l'ONG Foodwatch. Aux côtés de 8 familles, c'est la première association à avoir porté plainte en janvier dernier. Merci de nous rejoindre. Lise, peux-tu nous faire un point en ce qui concerne la situation aux Pays-Bas? Je suis en contact avec une douzaine de parents. Presque chaque semaine depuis le début de l'affaire, Ingrid Kragel et Camille Dorioz se réunissent avec leurs collègues situés aux 4 coins de l'Europe. Voici un petit topo sur la situation à Berlin. On doit être à environ 70 parents et familles impactés par la contamination. Pour l'association, les fabricants ont trop tardé à rappeler leur lait, causant davantage de cas de contamination. Le cas de Danone en Autriche a été plus grave que celui de Nestlé, car ils ont agi bien plus tard que Nestlé. Ils ont réagi beaucoup trop tard. Et beaucoup plus de bébés ont été affectés par les produits Danone contaminés. Nous avons 76 cas très spécifiques et concrets sur les 200 parents qui nous ont contactés. Une chronologie des faits, au cœur des interrogations.
En France, les rappels massifs de lait ont démarré le 5 janvier. Mais le 11 décembre, un tout premier lot Gigos de chez Nestlé avait déjà été retiré du marché. Car l'entreprise a reconnu avoir été au courant d'une contamination dès la fin du mois de novembre. Le fabricant avait détecté la toxine céréulide dans une de ses usines aux Pays-Bas à ce moment-là. En plus d'avoir été tardifs, ces rappels ont été faits au compte-gouttes sur tout le mois de janvier par les industriels. Comme l'illustre le site du gouvernement, Rappel Conso. Moi, je vais vous le dire, c'est clairement incompréhensible pour les parents. C'est-à-dire qu'il y a eu des mises à jour. Il y a des jours où il y a certains lots qui étaient rappelés. Du coup, vous ouvrez la page le lundi, vous dites « Ah, c'est bon, le lait que j'ai n'est pas rappelé ». Vous l'ouvrez le mercredi, il est peut-être rappelé à l'intérieur avec des lots supplémentaires qui ont été rappelés. Ça, c'est pas possible. En termes de niveau d'information, ça voudrait dire que tous les matins, il faut aller rafraîchir la page et vérifier le numéro de lot des boîtes de lait qu'on a dans son placard. Selon Foodwatch, les alertes de rappel étaient également difficiles à décoder pour les parents. Là, par exemple, vous tombez sur celui-là. Là. Ça, c'est le lait de Lactalis. Vous vous dites, ah bah, du coup, c'est le lait 1 Trilacta Pico qui est rappelé. Il faut ouvrir la fiche, il faut ouvrir là, et là, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs photos, et en fait, il y a plusieurs produits qui sont rappelés. C'est totalement incompréhensible pour les parents. Chez Gigos, par exemple, quand il y a les rappels, c'est une seule fiche rappel avec toutes les références derrière. Ça donne l'impression qu'il y a celui-là qui est rappelé, mais en fait, quand on ouvre, on se rend compte, bah, là, il y a 5 références différentes, et on fait encore un petit coup, et là, il y en a 5 autres, en plus de celle-là. Une gestion de crise chaotique qui aboutit parfois à des situations aberrantes. On a bien dormi? Oui. On a pris son biberon, Oui. Ouais. Manon Loriode et Thomas Molinaro ont une petite Lucie de 9 mois. Coucou. Elle a probablement été contaminée 2 fois par 2 laits différents. Dès la naissance, du coup, j'ai utilisé le lait Gigos que j'ai utilisé pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, à peu près autour du 20 décembre, ma fille a vomissé en jet du jour au lendemain. Elle a fait 3-4 jours de vomissement en jet. On s'est demandé ce qui se passait. Moi, je voulais emmener ma fille à l'hôpital parce que je trouvais que son comportement n'était pas habituel. Et mon copain m'a dit, on va changer de lait pour voir ce qui se passe. Et donc là, on est passé sur Gallia, premier âge également. Et là, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. À cette date, le couple n'a aucune idée de l'existence des retraits de l'eau. Et pour cause, leurs boîtes Nestlé ne seront rappelées que 2 semaines plus tard. Finalement, c'est sur les réseaux sociaux que Manon apprend la nouvelle. Sur un groupe de mamans, on échange, où ils nous ont dit faites attention parce que le lait Gigos était rappelé. On s'est regardé avec Thomas et on s'est dit c'est peut-être pour ça qu'il a été malade au mois de décembre. Au total, Lucie aura bu 5 boîtes Gigos rappelées par Nestlé. Mais à peine 3 semaines après être passée au lait Gallia de chez Danone, elle tombe de nouveau malade. Et en fait, je me suis aperçue qu'elle avait la diarrhée aussi également il y a à peu près 2 semaines. Et 3-4 jours de diarrhée, quoi. Et là aussi, on a vu, il y a 2 jours, qu'il était rappelé. Et il y a une boîte qu'elle a pris qui était contaminée. Ouais. On ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on achète pour que notre bébé ne soit pas malade? On était confiants à prendre ses laits. Ils marquent bien, ils sont fiers de dire 50 ans de recherche. Vous croyez bien faire en se disant c'est bon, il y a 50 ans de recherche en laboratoire, on est tranquille, c'est du bon lait, ils ont un bon recul. Finalement, non. Inquiets pour leur fille, Manon et Thomas écrivent à la marque. Et là, du coup, j'ai pas eu la réponse que j'attendais. Qu'est-ce qu'on vous répond? Un bon d'achat. On demande une question pour savoir si avec 5 boîtes de lait, ma fille va avoir des conséquences. Et on me répond, jetez les boîtes de lait et on va vous rembourser un bon d'achat. Voilà, c'est normal. Vous jetez les boîtes de lait et puis on vous fait un avoir. Et puis voilà, merci, au revoir. Et ils minimisent la situation. Des parents qui se sentent seuls face aux industriels. Mais dans cette affaire, les autorités de santé ont-elles été à la hauteur? Oui, bonjour Apolline, je suis Sonia Sadon, la journaliste d'Envoyé spécial. Apolline est la mère d'Auguste, 7 mois.
Son fils a aussi consommé plusieurs lots rappelés de la marque Gigose. Pendant des semaines, Auguste souffre de diarrhée et de vomissements. Moi, depuis le début, mon questionnement, c'était est-ce que mon bébé est malade à cause de ce lait en poudre? Et donc, mon souhait, dès que j'ai su le rappel des produits, ça a été d'analyser le lait en poudre. Apolline fait une déclaration sur le site Signal Conso du gouvernement. Après plusieurs échanges avec des agences de santé de son département, le Nord, mi-janvier, Apolline est contactée par la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine. Elle lui propose que son lait soit analysé directement par le fabricant. Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Oui. Étonnée par cette démarche, Apolline décide d'enregistrer la conversation. En fait, le siège de Nestlé est situé dans le 92. Nous, on a demandé en fait gentiment à Nestlé s'ils peuvent faire en fait des analyses. Et heureusement, ils ont accepté. Mais moi, j'ai pas envie que ça soit Nestlé qui le fasse. Enfin, j'aimerais bien que ça soit les autorités. Enfin, mais de toute façon, il n'y a pas un autre moyen. En fait, c'est la décision de notre département. On préfère que Nestlé fasse des analyses. Enfin, moi, j'ai absolument pas confiance, je vous le dis honnêtement. Oui, non, je comprends, mais on attend en fait les résultats, après on verra. Bon, je vous remercie. Et honnêtement, quand j'ai reçu cet appel, j'étais vraiment, excusez-moi du terme, mais sur les fesses. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi Gigose veut mes boîtes? Parce que ils n'ont aucun intérêt à faire ces recherches, en fait, dans le sens où ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait un problème sur leur boîte. 2 jours plus tard, Apolline reçoit un email de Nestlé qui lui demande de lui envoyer ses boîtes en joignant un bordereau. Je n'ai pas répondu au mail, je n'ai jamais envoyé ces boîtes. Je trouve ça très étrange comme procédure. Nous avons fait des demandes d'interview à Danone, à Nestlé, ainsi qu'à tous les fabricants concernés par la contamination. Aucun n'a accepté. Face à l'ampleur de la crise, fin janvier, le groupe Nestlé a communiqué officiellement sur l'affaire, par la voix de son PDG, Philippe Navratil. La semaine dernière, nous avons annoncé le rappel de quelques lots de lait infantile. Je veux en premier lieu présenter mes excuses sincères pour l'inquiétude et les désagréments que cela a pu occasionner. Jusqu'à aujourd'hui, le groupe affirme que cette contamination n'a eu aucune conséquence grave sur les bébés. Je veux vous rassurer. À cette date, il n'y a aucun cas confirmé de maladie liée aux produits concernés. Nestlé nous affirme aujourd'hui avoir changé de fournisseur d'acide arachidonique. Tout comme le groupe Danone, qui par écrit nous a indiqué avoir mis en œuvre un renforcement de ses tests libératoires et assure que ces produits disponibles en magasin et en ligne sont pleinement conformes aux dernières recommandations des autorités européennes. En nous penchant sur la réglementation en matière de lait infantile, nous avons découvert que le fameux ingrédient contaminé, fabriqué en Chine, l'acide arachidonique, n'est pas un ingrédient obligatoire. Pour comprendre comment est élaboré le lait infantile, nous nous sommes rendus jusqu'en Irlande du Nord, à Belfast, à la recherche d'un expert indépendant des industriels du secteur. Nigel Rollins est professeur de santé infantile. Il a travaillé pendant 15 ans pour l'Organisation mondiale de la santé. Tous ces laits infantiles sont des préparations en poudre. Ils sont synthétiques, fabriqués à partir de différentes matières premières. Du lait de vache, du lait de chèvre. Ils contiennent des ingrédients de synthèse, en réalité des aliments ultra transformés. Et tous ces laits tentent d'imiter ce que l'on trouve dans le lait maternel. Mais en réalité, ils sont très différents. Ce sont les normes européennes qui définissent les ingrédients obligatoires dans tous les laits. Il peut y avoir quelques nuances dans les quantités exactes d'un ingrédient d'une marque à l'autre.
L'emballage peut laisser penser qu'il y a des différences, mais il n'existe aucune preuve scientifique que ces différences aient un quelconque impact sur la santé des enfants. Mais alors, qu'en est-il des ingrédients facultatifs comme l'ARA, cet acide gras qui a été contaminé? Pour nous répondre, Nigel Rollins s'appuie sur ce rapport de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. L'EFSA conclut que certains acides gras polyinsaturés sont très importants pour le développement du cerveau. Cependant, ils n'ont trouvé aucune preuve scientifique que l'acide arachidonique soit indispensable. Et ils disent qu'il n'y a pas d'obligation d'inclure l'acide arachidonique, mais il peut être ajouté comme ingrédient optionnel. Parce qu'ajouter simplement des ingrédients les uns après les autres ne suffit pas à reproduire le lait maternel. Alors selon vous, pourquoi y a-t-il de l'acide arachidonique dans la majorité des laits pour nourrissons? Je ne peux pas vous dire comment sont prises les décisions des industriels. Quand on observe ce scandale de contamination de l'ARA, qu'est-ce que vous vous dites? Je pense que cette affaire démontre très clairement qu'il existe un risque. Quand vous ajoutez toujours plus d'ingrédients d'origine différente, vous augmentez le risque de contamination, à moins d'avoir un excellent système de contrôle, ce qui a clairement fait défaut ici. La contamination aux céréulides est manifestement passée sous les radars. Ce rapport d'enquête européen, sorti il y a un peu plus d'un mois, révèle que la contamination remonte à octobre 2024. Soit plus d'un an avant la détection dans l'usine hollandaise de Nestlé. Et que la concentration la plus élevée a été observée en juillet 2025. C'est aussi à l'été 2025 que les jumeaux de Céline Souillard, Tom et Léo, ont été hospitalisés suite à des symptômes inexpliqués. Cela ne constitue pas une preuve, mais les résultats d'analyse effectués sur le lait en poudre de Tom révèlent une contamination aux céréulides. Dans cette affaire, la toxine céréulide n'a été détectée par personne. Ni par le fournisseur chinois, ni par les fabricants de lait, ni par les autorités sanitaires. Pour tenter d'expliquer un tel manquement, nous sommes allés à Bruxelles, dans l'un des rares laboratoires européens à savoir déceler la toxine. Bonjour. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lait qui est déjà arrivé. Normalement, on attendait des échantillons d'Irlande. Julien Masquelier est à la tête de l'unité d'analyse des toxines. Depuis début janvier, avec son équipe, il a analysé 700 échantillons de lait infantile. Des boîtes envoyées par les industriels eux-mêmes ou par les autorités de santé belges. Et donc là, on voit les colonies. Julien Masquelier tient à nous montrer la bactérie qui produit le céréulide. C'est quand même de jolies colonies, faciles. On les voit bien. Ouais. Ils sont très belles. Selon le chercheur, l'origine de la contamination s'explique peut-être par une faille dans le système de contrôle des fabricants. La majorité des contrôles se font principalement sur la bactérie. Et or, ici, on sait que la bactérie n'est pas très stable, alors que la toxine est très très stable. Donc, elle résiste à différents pH, à différentes températures. Et donc, par exemple, c'est possible que si on a une étape de chauffage, on détruise la bactérie, on n'ait plus de présence de bactéries, alors que la toxine, elle reste stable. La preuve, ça reste dans des boîtes de poudre de lait pour bébé qui restent à température ambiante, qui ne sont pas conservées au congélateur ou au frigo, et qui restent là, on la détecte encore dans des lots qui ont été déjà fabriqués il y a plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. À l'époque, les industriels ne cherchaient pas non plus le céréulide, car au niveau européen, il ne faisait l'objet d'aucune réglementation, ni recherche systématique. Mais depuis ce scandale, l'EFSA a fixé en urgence un seuil que les industriels ne doivent pas dépasser pour la toxine. Donc on va commencer par... Ce jour-là,
les chercheurs analysent des boîtes de lait de bébés tombés malades. Ok, donc ensuite on va faire le 780. Elles sont envoyées par les autorités de santé belges, qui mènent l'enquête sur une probable contamination. Au début de cette affaire, les fabricants ne cherchaient la toxine que sur la poudre en elle-même. Jusqu'au jour où Julien a découvert que la teneur en céréulide est beaucoup plus importante à l'intérieur d'un biberon reconstitué. En discutant avec un client, il nous avait été demandé de refaire le biberon en se disant mais peut-être que dans le biberon on a une certaine dilution parce qu'on rajoute de l'eau, donc on aura peut-être moins de céréulide. Et on s'est rendu compte que parce qu'on le met dans de l'eau, on a vraisemblablement une libération plus importante de la toxine. Quand on prépare le biberon comme il est consommé par les bébés, on va libérer jusqu'à 100 fois plus de toxines dans le biberon. Mais l'expertise de ce laboratoire ne s'arrête pas là. Il est le seul d'Europe capable de détecter le céréulide dans des selles. Une recherche essentielle pour la médecine et la justice. Selon ces scientifiques, pour prouver qu'un bébé a été intoxiqué, le céréulide doit être détecté à la fois dans le lait qu'il a bu et dans ses selles. Le travail de Julien Masquelier et ses équipes a permis de confirmer la contamination de 8 nourrissons par la toxine en Belgique. Dans ce domaine, la France est très en retard. Aucun laboratoire de référence sur le céréulide n'existe sur le territoire national. Un véritable problème pour les associations de victimes, comme celle de Sabine et Bruno, qui craignent de ne jamais obtenir justice. Selon leur avocate, maître Nathalie Goutalan, les recherches auraient même été découragées par les instructions du ministère de la Santé données aux médecins. Tout est fait pour qu'on n'obtienne pas de lien de causalité, qu'on n'arrive pas à démontrer que les enfants ont bien été contaminés par la céréulide. L'absence d'investigation, elle pose beaucoup de questions et surtout, c'est inédit en fait. Dans ce type de situation, normalement, on investigue à la fois sur les malades et sur les produits. Là, il y a des investigations qui sont faites, même si elles ne sont pas totalement satisfaisantes à notre sens, mais sur les produits. Par contre, sur les enfants, nous, dans le collectif, on n'a aucune famille qui a réussi à obtenir une analyse de sel. C'est juste hallucinant. Et on ne propose aucune solution et on ne nous explique pas. Il y a quelques semaines, de la toxine céréulide a été retrouvée dans les selles d'un bébé de Montpellier, grâce à des analyses faites par le laboratoire belge. Mais pour le ministère de la Santé, cela ne permet toujours pas de conclure à un lien de cause à effet. Nous aurions aimé leur poser des questions plus poussées. Nous n'avons eu aucune réponse. Olympe, tu veux manger quoi? Des patates de tomate avec un cordon bleu. D'accord. Mon repas préféré, quoi. Tu le fais parler? Après la perte d'Isis, c'est grâce à Olympe, sa fille de 6 ans, que Camille arrive à tenir au quotidien. Fin février, Camille a porté plainte pour suivre l'enquête au plus près. Alors Sylvie dit, Olympe, mange tes pâtes. Moi, je veux savoir ce qui est arrivé à mon bébé. Je veux savoir pourquoi ça lui est arrivé. En tout cas, j'ai promis à Isis sur sa tombe de tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour connaître la vérité. Et s'il y a une vérité, la défendre. 3 mois après la mort d'Isis, Camille n'a toujours pas la preuve qu'elle a été contaminée par le céréulide. Les pouvoirs publics prennent-ils enfin la mesure du problème sanitaire? Ça semble être le cas du côté de certains parlementaires. Il y a 2 jours, une députée de l'Ille-et-Vilaine a demandé à recevoir les associations qui se mobilisent dans ce dossier. Bonjour! Nous les retrouvons juste après la réunion. Vous allez bien? Vous sortez du premier rendez-vous, c'est ça, avec la mission parlementaire Flash? Oui. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce qui s'est dit? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une députée qui est elle-même jeune maman.
paniqué au moment où elle allait arrêter l'allaitement, basculer vers du lait en poudre, où elle s'est sentie extrêmement concernée et elle a vu le ventre panique. Et donc c'était autour d'elle aussi hospitalisée. Oui, c'était très intéressant. Famille autour d'elle hospitalisée. Exactement. Oui. Donc ça veut dire que vous sentez plutôt des politiques très concernés qui en tout cas étaient à l'écoute. Ok. Qu'est-ce que vous attendez, vous, là? Parce que c'est ce qu'on appelle une mission parlementaire flash. Vous attendez plus que ça, j'imagine, non? Oui, c'est-à-dire que là, nous, on le voit comme un tremplin. Évidemment qu'il faut qu'on puisse donner des éléments qui soient suffisamment percutants pour que ça puisse déboucher sur une commission d'enquête parlementaire. D'accord, c'est ce que vous réclamez, une commission d'enquête parlementaire. Qui permettra d'aller beaucoup plus loin. D'un côté, vous espérez faire bouger le monde politique, mais vous n'allez pas non plus arrêter les attaques judiciaires et toute l'action judiciaire. Certainement pas. Surtout que sur le volet pénal, on a enclenché des choses qui sont assez inédites, puisque c'est quand même une affaire qui touche la sécurité sanitaire des aliments. On a soulevé des infractions qui relèvent de l'entrave à la manifestation de la vérité et qui visent les services de l'État. On a quand même des agents de l'État qui ont mis en place des systèmes qui conduisaient à ce que les restes de lait qui pouvaient servir de preuve soient acheminés vers les fabricants industriels, ce qui est absolument pas normal. C'est inédit. Et puis là, moi je reste optimiste quand même, parce que là, on a soulevé des choses qui sont assez choquantes et inédites. Donc on les a interpellés quand même. L'action en justice, elle est importante aussi pour qu'à un moment donné, les industriels répondent de leurs responsabilités. C'est ça. On est dans une situation où des industriels ont commis une faute, comme dans l'affaire Lactalis. Je rappelle que l'affaire Lactalis, ça fait 9 ans, on n'a toujours pas eu de jugement. On a simplement des mises en examen 9 ans après. Et donc, il y a une nécessité aussi que ces industriels, à un moment donné, ils répondent de leurs fautes et que des responsabilités soient établies. Parce que sinon, il y a une espèce d'impunité qui fait que on se retrouve 9 ans après avec des situations où on n'a pas pris conscience de l'intégralité des conséquences et où on recommence. Je peux vous dire, et moi pour l'avoir vécu dans ma propre famille, il y a des séquelles, y compris psychologiques, qui durent dans le temps. 9 ans après, on a encore des enfants qui ont du mal à s'alimenter. Parce que, et des parents qui ont aussi intégré ça psychologiquement et qui, du coup, le repas est toujours un sujet. Vous diriez que vous avez été entendu, écouté? On a été écouté. Oui, écouté. Il faudra un peu de temps pour qu'on soit entendu. On va juger aujourd'hui de ce qui sera fait effectivement de nos témoignages. En tout cas, vous n'allez pas lâcher. On va pas lâcher, non. Notre mission, c'est de réformer le système en profondeur. Aujourd'hui, si on en est à ce scandale sanitaire, c'est parce que le système l'a permis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez de garde-fous. Les lois sont super bien faites pour protéger les consommateurs et a fortiori les bébés, mais elles ne se sont pas mises en œuvre. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Nous, on suivra l'affaire aussi. Merci beaucoup de vous être déplacés. Pour protéger les nouveau-nés, il faut veiller à la qualité du lait. Il faut aussi parfois leur donner des soins médicaux, surtout quand ils arrivent un peu en avance. Nous sommes dans le service de néonatologie à la maternité de l'hôpital Foch à Suresnes. Tous les bébés qui sont dorlotés par ces infirmières sont des prématurés. Bonjour. Ah, il est trop mignon. Il est trop mignon. Quel âge? Ah non, mais il y en a un deuxième. 6 jours. Deuxième, ouais. Ah ouais, tout petit. Elle s'appelle? Jenna. Jenna. Eden. Ok, super. En tout cas, ils sont entre de bonnes mains. On va aller voir une maman juste à côté. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ah ouais, il est tout petit. Il a 12 jours. Il a 12 jours? 12 jours, oui. D'accord. Et il est né prématurément ou pas? Oui. À la maison. Vous n'avez pas eu le temps de venir à la maternité? J'ai pas eu le temps. Même les pompiers, ils n'ont pas eu le temps. Ah ouais. Il avait hâte de vous voir. Exactement. C'est votre premier enfant? Deuxième. Deuxième? Oui. Et on entend beaucoup de jeunes couples en ce moment qui disent ah non, merci, pas d'enfant. Il y a une vraie chute de la natalité en France. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Je comprends. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie. Outre le fait que ça soit une responsabilité, il y a aussi l'aspect financier. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui, effectivement, se posent des questions. On allume la télé, c'est pas très positif. Pas très rassurant. Donc on éteint la télé. Ouais. Voilà, et on a décidé de faire un bébé. Deuxième bébé. Bon, vous avez le droit d'éteindre la télé si c'est pour faire un bébé, franchement. Ça veut dire que vous avez réfléchi avant de faire un deuxième enfant ou pas? Oui, mais pas trop longtemps.
Alors Valérie, ces images de vous avec Roméo, si heureuses comme ça, elles sont un peu trompeuses parce qu'en fait, on n'a jamais fait aussi peu d'enfants en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après le baby boom, c'est un peu le baby blues. Alors pourquoi? Nous, on a essayé de comprendre les raisons qui font que les jeunes couples hésitent à procréer ou à faire un deuxième enfant. Il y a les difficultés économiques, bien sûr. On en est tous très conscients. Il y a aussi la situation internationale qui est plutôt angoissante en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous, Valérie, on est allé à Bergerac. Bergerac, pourquoi? Parce que c'est la ville où, en ce moment, le taux de natalité est le plus bas. Et on va rencontrer ces jeunes couples qui hésitent à avoir des enfants. C'est une grande révolution démographique qui s'opère en silence dans notre pays. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de morts a dépassé celui des naissances. Ça s'est produit en décembre dernier. Une crise qui a son épicentre, nichée au cœur du Périgord. Bergerac, la ville de France où l'on fait le moins de bébés. Excusez-moi, messieurs, dames, bonjour. Je cherche le parc Jean Jaurès. Tout droit. Tout droit, au rond-point à gauche. Je viens faire un reportage sur le problème de la natalité à Bergerac. Vous êtes au Il y courant? a un problème. Il n'y a pas de problème. Depuis quand il y a un problème? Mais oui, vous n'êtes pas au courant? Non. Bergerac affiche le plus bas taux de natalité en France. Non, mais ça va pas durer, on s'y met là, on s'y met. On y va là. Et oui, il est grand temps de s'y mettre, messieurs, dames. À Bergerac, on ne fait que 6,6 enfants pour 1000 habitants. C'est 3 points de moins qu'au niveau national. Bon, je me dirige directement là où il y en a encore des enfants. Bonjour madame, excusez-moi. Oui. C'est bien ici le carnaval, le parc Il Jean me semble Jaurès? que oui, oui. Ah, c'est ça, vous y allez? Bah oui, vous avez vu, on est un peu déguisés. C'est là-bas, on va aller là-bas, oui. Ah, oui. Tu peux monter. Le grand jardin public de la ville est en fête. Idéal pour aller voir les jeunes parents. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, Ça va, ouais. Vous en avez un? Oui. Une? Une, on a une. Salut. J'ai une Je peux la filmer? Bien sûr, allez-y. Salut chouchou. Quelle beauté. T'as quel âge? Elle a 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Et c'est vrai que c'est... Vous avez réfléchi beaucoup avant le... Alors, c'est pas la mère. Vous êtes pas la maman, ouais. La preuve, quoi, voilà, on a un enfant, et après il y a eu une séparation, et Oui. puis voilà quoi. Donc, Et vous avez envie d'en faire d'autres ou pour l'instant je voulais, mais c'est pas la priorité? Voilà, on en parle, c'est pas la priorité, on verra comment ça se passe. C'est l'atelier maquillage là? Oui. Ici, pas de famille nombreuse. Et j'ai l'impression que la question du deuxième n'est pas une urgence. Quand on est jeune maman, on est dans quel état d'esprit justement? Surchargé? Fatigué? Salut Lou. Et alors, tu veux un petit frère ou une petite sœur? Non. Ça va bien comme ça? Ouais, Ouais, c'est ça. c'est bien comme ça, ouais. Faut réfléchir avant d'en faire un deuxième, ouais. Fatigant? Un peu. Vous travaillez? Bergerac ne fait plus d'enfants. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais profiter de la ouais. Alors vous avez des enfants? Oui, Combien? 2, dont un qui est là-dedans. D'accord, ok. Alors vous êtes au-dessus de la moyenne. Oui, mais nous, on est de la génération d'avant. D'accord, ah oui. Nelly, déjà grand-mère, a été beaucoup plus féconde que la jeune génération. Depuis 15 ans, la natalité est en forte baisse dans notre pays. Seulement 1,56 enfants par femme aujourd'hui. Alors nos dirigeants nous demandent de faire des enfants. Vous pensez quoi de cet appel du président Macron à faire plus d'enfants, à réarmer démographiquement la France? Est-ce qu'il faut vraiment faire des enfants dans l'idée que c'est pour qu'ils aillent à la guerre? C'est pas un beau projet, ça. Ça vous inquiète, vous, justement, cette baisse de la natalité comme ça Ah oui, moi je suis très inquiet. On a laissé tomber l'avenir. Habitants de Bergerac et fervents supporters massés sur le port. Le défilé de ces jeunes parents inquiets se termine face à la Dordogne avec le procès de cette poupée géante en carton, Pétassou. C'est un méchant que le peuple ordonne de brûler sur la place publique. C'est là
que je croise Charles, 31 ans, chargé de communication de la mairie, en couple et sans enfant et pas pressé. Mettre un enfant dans un cadre comme celui-là, c'est un choix qui se fait à deux et qui se réfléchit pendant très longtemps. Parce que derrière, on va laisser un monde à cet enfant et il faut être sûr de ce qu'on fait, il faut être sûr de l'aimer, il faut être sûr de lui porter toute l'attention qu'il mérite. Et dans un univers comme celui-là, c'est pas évident, je pense, aujourd'hui. Très sincèrement. La planète brûle et les futurs parents s'interrogent. Charles a bien voulu me présenter sa compagne, Laura, 27 ans. Elle travaille dans une crèche et elle rêve d'enfant. Merci d'accepter de me rencontrer. Ça fait quelques mois que je pense à quelque chose et je me mets en situation au quotidien, dans plein de situations avec un enfant. Ouais, et en fait, je me rends compte que j'angoisse sur certains trucs. C'est incroyable. T'angoisses parce que tu sens que tu te dis que t'es pas capable d'élever cet enfant ou parce que tu dis putain il faut que je pense à quelqu'un d'autre qu'à moi? Je sais pas, ce sentiment d'être père et tout, c'est une lourde responsabilité et t'as peur de pas être à la hauteur. Y a pas un livre d'éducation qui te dit il faut élever ton enfant comme ça et ton enfant sera parfait et tu seras aimé de lui. Forcément qu'à un moment donné il y aura des difficultés et qu'il dira bah je t'aime pas alors que c'est pas vrai, tu vois. Charles me disait aussi que par rapport à ce monde instable, vous êtes très angoissé, Charles, là-dessus. Ah oui, oui, on le met dans un univers aujourd'hui qui est extrêmement complexe et qui fait peur, qui fait très très peur. Je pense que si on a un couple quand même qui est solide et qu'on a de bonnes bases dans la vie, on peut très bien être amené à élever un enfant et qu'il soit heureux par la suite, quoi. Il y a pas de... Enfin, pour moi, c'est pas un frein. Vous avez envie, là? Oui. Je fais craquer, je le sais. Je fais craquer. Je laisse Laura et Charles à leurs doutes et je m'en vais découvrir la ville où ils ont grandi. Là où les conséquences de la dénatalité sont bien visibles. Vous allez bien? Il n'y a pas beaucoup de monde dans votre ménage, hein? Non, mais c'est là, calme. c'est la matinée, c'est le début. C'est mercredi quand même, jour des enfants? Oui, mais bon. Il n'y a jamais beaucoup de monde? Non. Non. Et dans certains commerces, les signes du changement sont étonnants. Bonjour, Madame Laure. Je suis déjà tout habillée. J'ai rendez-vous avec la patronne de cette pharmacie. Enchanté, bonjour. Là, ça a été foudroyant. Il y a 2 ans, on a arrêté les lait pour bébé. On a commencé ça. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça, vous vendez plus de lait, vous vendez plus de couches et tout ça. Non. Et voilà le rayon de nutrition des personnes âgées. D'accord. Des rayons pour bébés qui disparaissent, remplacés par des produits pour anciens. Bergerac invente la pharmacie No Kids. C'est un virage complet. Il n'y a plus de baby-touches pour les bébés. C'est incroyable. Et c'est le reflet de Bergerac. Et donc ça veut dire que Bergerac, vous l'avez vu vieillir, vous êtes ici depuis 40 ans, Je suis née ici il y a presque 80 ans. Ah oui, d'accord. Au-dessus. Ah oui. Là, au-dessus de votre pharmacie. Et donc vous l'avez vu changer, votre vie? Oui, c'est effrayant. Quand j'étais enfant, j'allais au marché de Bergerac avec ma grand-mère, c'était trayé, il y avait beaucoup d'activités. Le parking, au début, il n'existait pas, puis après, il était tout le temps plein. C'est samedi, jour de marché, j'ai pas regardé s'il y avait du monde sur le parking. Vous allez faire votre marché? Oui. Je peux venir avec vous? Mon sac est là. Ah, super. Je peux venir avec vous? Oui. Côté démographie, Bergerac était le précurseur du croisement des courbes. Ici, les morts ont dépassé les naissances il y a déjà 44 ans. Vous avez fait votre marché? Les plus de 65 ans représentent désormais 40% de la population, 2 fois plus que la moyenne nationale. Merci, c'est gentil, hein? Alors, Madame Laure voulait absolument que je vois vos crêpes et vos gâteaux. C'est vrai? Ah, mais c'est gentil, ça. Bah oui, c'est voilà. Les crêpes de Linette. Bon, il y a des jeunes quand même à Bergerac, alors. Oui, on sait qu'il y a des jeunes. C'est pas des bébés, mais c'est des jeunes hein, qui vont faire des bébés plus tard. Pas encore, mais... Il y en a une qui a dit « Oula ». Ça veut pas dire... C'est vrai? Non, j'en veux pas, moi. Vous n'en voulez pas? Pourquoi? C'est rien de faire des enfants ensemble. C'est-à-dire? Tout dépend comment le monde évolue. Ça sert à rien. Moi, je pars en vrille. Pardon? Il part en vrille. Ça sert à rien. Des jeunes qui ne veulent plus d'enfants et une population qui vieillit
le cercle vicieux de la dénatalité. Pas facile à assumer pour le maire sortant, Jonathan Priolo. Madame Laure le croise alors qu'il était encore en pleine campagne. Bon, vous avez fait votre petit marché? Et il semble minimiser le phénomène. On est venu pour s'occuper de voir ce qui est le problème de natalité. Ah oui, on a quand même de la chance à Bergerac, parce que je rappelle qu'en 2025, on a une hausse de 5% de la natalité à Bergerac. Donc on voit que la natalité reprend, et pour la deuxième année consécutive, on a eu une augmentation de la population à Bergerac. Oui. Je vous sens un peu... sceptique. Parce que moi, je vois que les jeunes, ils ne s'engagent pas. Les derniers chiffres seraient-ils bien meilleurs, comme le dit le maire? Face au scepticisme de Madame Laure, je suis allé vérifier directement auprès de l'état civil. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Trop sympa. Pour une information de haute importance. Ben, la natalité, c'est très important. Ben oui. Alors, c'est quoi le chiffre 2025 ? Ah, le chiffre de 2025, c'est 628 naissances à Bergerac. Alors ça, c'est à la maternité de Bergerac. À la maternité de Bergerac. D'accord. Mais les Bergeracois, Alors, les Bergeracois, il y en a eu 162. Ah, voilà. Et il y a eu 466 hors commune. Mais il n'y a que 162 Bergeracois. D'accord, ah oui. Ça, c'est pour 2025. Ça, c'est pas folichon. Eh oui, parce que l'an dernier, c'était 180. Beaucoup sont hors de Bergerac. Ils viennent accoucher parce que la maternité est à Bergerac. Et que celle de Sarlat a fermé notamment. Voilà, mais les parents habitent hors Bergerac. Oui, donc ça a encore baissé, malheureusement. N'en déplaise à monsieur le maire, qui d'ailleurs a depuis perdu les élections, le nombre de naissances a bien baissé à Bergerac, moins 10% en 2025. Mais le nombre de Bergeracois, lui, reste stable, 28 000 habitants. Et ce, uniquement grâce à l'arrivée massive de retraités. Vous êtes pas mal ici, hein, à Bergerac. Vous êtes Bergeracois depuis longtemps? Depuis le Covid, depuis 6 ans. Vous êtes venu vous installer là? Ouais. Oui. Vous êtes content? Oui, j'ai quitté la Côte d'Azur, bling bling. Le sud-ouest périgourdin. Moins cher et tout aussi accueillant. Les deux EHPAD de Bergerac affichent grand complet. Celui du centre-ville s'est même agrandi de l'autre côté de la route. Pendant ce temps, les écoles se vident. L'an dernier, celle-ci a été transformée en musée. À l'intérieur, les anciennes salles de classe accueillent des expos. C'est étonnant de penser que ici encore, il y a 2 ans, il y avait les grandes classes, quoi. Aujourd'hui, c'est un photoreportage sur la jeunesse moldave un peu désespérée. En 30 ans, le nombre d'enfants a baissé de 15% à Bergerac. Alors pourquoi, ici, les jeunes adultes ne font-ils plus d'enfants? À la sortie de son travail, je retrouve Kevin, le papa croisé au carnaval, et qui s'interroge, lui, justement, sur un deuxième enfant. Bonjour. Ça va? Fatigant aujourd'hui. Mais, ah ouais ouais. Vous travaillez là depuis une dizaine d'années, hein, c'est ça? Ça fait 10 ans que j'y suis un peu plus. Ça se passe bien? Très bien. Ouais. Très bien. Il y a du boulot, on ne sera pas encore au chômage, donc c'est bien. Ouais, très bien. C'est pas mal. La peur du chômage. Et si c'était l'une des explications? La menace pèse dans le Bergeracois où son taux est bien supérieur à la moyenne nationale. Kevin m'a proposé de passer rapidement chez lui, car son quotidien est minuté. Une course permanente. Là, je peux rentrer, là? Ah oui, vous pouvez rentrer. Mais sympa. Tant que je suis là, vous pouvez rentrer. Oui, c'est vrai. Si je suis pas là, c'est autre chose. Chez lui, il y a un gros chien, Shadow. Ah, il va vous faire des câlins. Ah oui? Qu'il faut sortir régulièrement. Il y a aussi sa fille de 2 ans et demi tous les week-ends. Et puis, il vit avec sa nouvelle compagne, Laura. Bon, vous allez bien? Ça va, oui. Depuis le carnaval? Oui. Et la mamie, Monique. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger alors. Donc vous êtes la grand-mère de Kevin? Oui, monsieur. Enchanté. Oui. Alors je suis venu ici pour parler de natalité. Oui. Voilà. Vous savez que les jeunes aujourd'hui, ils font plus beaucoup d'enfants. Ah ben je sais. Et c'est un problème. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais oui, la vie est dure. Il faut être honnête. Je fais des 8h30, 19h et sans coupure, quoi. Donc je vais vite chercher un sandwich, je lui prends un truc où j'essaie de venir faire à manger pour ma mamie pour qu'elle mange aussi et puis... Ça fait une sacrée journée. Ouais.
Laura non plus ne chôme pas. Elle bosse les nuits en intérim. Elle a 33 ans. Donc, et vous, vous n'avez pas encore d'enfant? Moi non. Vous y songez? Oui. Vous avez envie? Mais je sais pas quand encore. Hein. Oui, c'est ça. Je sais pas. L'avenir nous le dira. Mais pour le moment, ce désir d'enfant chez Laura n'est pas encore prêt de se réaliser. Les cadeaux. Au carnaval, quand on s'est croisés, vous m'avez dit aujourd'hui, c'est vrai que c'est. Ouais, possible. On réfléchit plus qu'avant. Mais à faire un enfant. avant, la vie a été plus facile. Enfin, voilà, je suis des années 90, donc bon, j'ai connu les francs. J'ai connu les francs, on va dire. Donc, on le voit très bien maintenant. Pour 100 €, on a 10 trucs dans un caddie. Et du coup, c'est devenu hors de prix. La vie est devenue hors de prix. Quoi. Et ça, c'est une interrogation pour en faire un deuxième. Alors, c'est la plus grosse interrogation, enfin pour moi, parce que l'avenir, c'est basé sur ça. En fait, ce serait de la survie. Pour eux, si ça s'arrange pas, ce sera de la survie. Ce sera pas une vie. Élever un enfant coûte de plus en plus cher. Comptez 490 € par mois pour ses 3 premières années. C'est un tiers du SMIC. Elle est où votre mamie? Elle est dans le salon. Moins de bébés et plus d'anciens. Ça va? Ça va. Et oui, il faut. Eh oui. Il faut que j'arrive. J'essaie de marcher. Parce que c'est pas facile. N'y a-t-il que des raisons économiques à cette dénatalité? Je suis de retour dans le centre-ville. C'est rugby ce samedi soir. France-Angleterre. En attendant le coup d'envoi, j'en profite pour faire un petit sondage. Ça va? Bonsoir, on veut toujours pas d'enfants. Vous, est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Alors non, pas tout de suite, moi. Ça vous angoisse? Bah oui, personnellement. Je pense qu'il faut pas avoir d'enfants maintenant. Et vous, là, sur votre téléphone? Les écrans aussi, peut-être que ça On influence, est non? trop addicts, on peut plus faire des enfants là. Ça m'intéresse pas. C'est vrai? Non. Vous non plus? Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents? Non. Non? Aucun. Aucun? Ouais. Nous, non, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on n'en a pas. Et parce que c'est un choix. On n'en veut pas. Oui, c'est ça. On veut pas d'enfants. Vous voulez pas d'enfants? C'est pas dans les projets. Je pense qu'on n'est pas dans les mêmes situations économiques que nos parents non plus. Et qu'on a besoin d'abord de se construire sur des bases solides au niveau personnel et professionnel. Là, moi, je rajouterais juste une chose, c'est que c'était un peu une normalité à l'époque d'avoir des enfants et c'était la continuité, il fallait en avoir. Et il y avait une espèce d'injonction. Exactement, une injonction totalement. Et aujourd'hui, on a le choix, même si on a trouvé la bonne personne et même si ça roule, on a plus le choix et on se pose un peu plus de questions. Vous en êtes où? Moi, j'en ai pas. J'ai 34 ans bientôt là et j'en veux pas. Clairement. Si j'en veux, si c'est pas les miens. C'est-à-dire si une personne en a déjà, je serais heureux de les accueillir. Vous serez OK. Mais je veux pas en faire. Clairement. Voilà. Parce que économiquement, financièrement, politiquement, ça ne m'intéresse pas. Laura, Boris, Lucas, ils se sont connus au lycée. Ils ont fait leurs études à Bordeaux et font partie des rares jeunes qui sont revenus vivre dans leur ville natale. Cette génération No Kids de Bergerac veut d'abord s'accomplir avant de se reproduire. Plus angoissée, moins insouciante. L'âge moyen du premier enfant recule sans cesse. Il est aujourd'hui de 31 ans pour les femmes. Bon, ce soir, la belle victoire des Bleus sur l'Angleterre pourrait inverser la tendance. La natalité pourrait connaître un pic. On veut des enfants! On veut des enfants! On veut des enfants! La victoire fut aussi belle que ma nuit fut courte. Depuis le début de ce reportage, je dors dans cette chambre d'hôte, un peu en dehors de la ville. Au calme. Les propriétaires, des Belges en pré-retraite, ont rénové cette maison en pierre. Aurélie? Bien dormi? Bien dormi.
Bon, bah, merci, on est bien chez vous. On est pas mal. Et alors ici, justement, en argument un peu commercial pour venir dans votre chambre d'hôte, vous dites que les enfants sont pas souhaités, quoi. C'est pas qu'ils sont pas souhaités, on les adore. Oui. Mais c'est pas adapté pour les enfants. Aujourd'hui, la demande, elle est pour plus de tranquillité, sans enfants, C'est vrai, tout ça. c'est vrai. Souvent, ils nous disent, on a déposé les enfants, on vient faire une coupure. Ouais. Et ça leur fait beaucoup de bien, en fait. Hein. Ouais, donc c'est pour ça que ici, vous proposez un endroit no kids Voilà, pour nos les kids. clients. Voilà, nos kids. Et les nôtres, on les met Vous les au planquez. calme, on les planque dans la maison pour qu'ils fassent pas de bruit, qu'ils dérangent personne, voilà. Bon, bah, merci en tout cas. Merci à pour votre vous. accueil, c'est très beau ici. Des chambres d'hôtes, des hôtels, récemment des trains, des pharmacies aussi. Le No Kids gagne du terrain. Et il semblerait que désormais, moins il y a d'enfants, moins on les tolère. Ma dernière étape périgourdine. Le Loup-Cantou. Pour ne pas déranger la couture, on va passer par là. C'est l'association des retraités dirigée par la dynamique Jacqueline. Quoi, des marches, des balades Marche, tai chi, gym douce. 400 membres, en pleine expansion. Aujourd'hui, la chorale du Loup-Cantou est en répétition. Elle s'apprête à fêter ses 50 ans d'existence. Bonjour. Bonjour, On vient vous je vous voir. dérange. Bonjour. Pour ne rien vous cacher, je viens faire un reportage sur la natalité ici à Bergerac. Ah d'accord. Alors, C'est bien. C'est bien ça. vous avez donné, vous, c'est ça? C'est ça, c'est fini. Et vous êtes au courant que Bergerac affiche un taux de natalité très bas? Oui. Vous avez vu ça? Une ville de retraités. Quel est le conseil que vous donneriez? Parce qu'on sent une grande inquiétude chez nos jeunes. C'est quand même nouveau aussi, nouveau aussi le choix qu'on a maintenant de faire ou ne pas faire un enfant. Nous, on a connu ça dans les années 70, la possibilité de faire ou ne pas faire un enfant avec la pilule, mais maintenant c'est vraiment dans toutes les familles, on peut se poser la question. Avant, on ne se la posait pas. Alors, c'est une question de société. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire des enfants? Puis actuellement, avec tout ce qui se passe partout, je comprends leur réticence. C'est pas si évident que ça. Hein. Et puis les femmes qui ont envie de mener une vie Professionnelle, leur vie, une vie. qui n'est pas forcément de faire un enfant. Les gars, là, vous êtes silencieux. Avoir des enfants, c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est tellement de joie aussi. Et c'est vrai qu'avec l'amour, on surmonte tout. Et même pour les parents, je veux dire, c'est un objectif, ça donne de l'envie, ça donne des choses, et puis ça nous oblige aussi. Alors, oser. Oser. Oser, c'est le conseil. Oui, il faut y aller. Si Bergerac fait si peu de bébés, c'est finalement parce que ses habitants en âge d'en faire sont partis depuis les années 80. Et que la ville est devenue un Eldorado pour les seniors. Vieillissante, mais à l'avant-garde de la France de demain. Car si la natalité ne progresse pas, en 2050, plus d'un Français sur 3 aura plus de 65 ans. Comme aujourd'hui, à Bergerac, en 2026. Cette baisse de la natalité n'est pas une fatalité. Jean-Marc Ayoubi en sait quelque chose. Chaque année, à la maternité de l'hôpital Foch, il aide des centaines de couples à avoir un enfant malgré leurs problèmes d'infertilité. Non mais c'est génial! Ah ouais! Vous ne l'avez pas montré celle-là? Non. Le professeur avec ses réussites sur les épaules et dans les bras. C'est pas mal quand même. Hein. Alors professeur, vous savez, dans notre reportage, on entend des couples de jeunes dire « Nous, on veut s'accomplir avant de se reproduire ». Vous l'entendez, vous, ce discours? Mais bien sûr. Et c'est légitime. Je crois que nous sommes devant des adultes qui sont responsables. Notre rôle, c'est de les aider
à se lancer dans... À oser se lancer. À oser se lancer. Pour avoir un bébé. Voilà. On a l'impression que parfois, il y a pas mal de couples qui se disent la science, elle fait tellement de progrès que quoi qu'il arrive, même si on fait des bébés tard, on y arrivera grâce à la science. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces couples-là? On l'espère un jour, mais aujourd'hui, c'est non. Oui, donc il faut se réveiller avant que ce soit trop tard. Et aujourd'hui, la fertilité commence à décliner à partir de entre 25 et 30 ans pour décliner encore plus rapidement ensuite. Et donc cette notion-là, il faut l'avoir présent sans que ce soit, on va dire, une obsession. Oui, une angoisse. Après, quand on ne peut pas lancer un projet de grossesse, on peut à ce moment-là y penser, faire de la préservation de la fertilité avec la congélation ovocytaire. Professeur, il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur la natalité. Il y a une proposition qui est faite, c'est de proposer aux parents une sorte de subvention, en tout cas une aide financière de 250 € par mois de la naissance de l'enfant jusqu'à ses 20 ans. Donc nous, on a calculé, en gros, ça fait 60 000 € qu'on propose à des parents. Vous pensez que ça, l'incitation financière, c'est la bonne manière de prendre le problème ? Absolument. Je crois que oui. Je crois que oui, parce que quand on voit les enquêtes, les causes économiques arrivent en première position. Donc on peut dire que si on les aide sur le plan économique, mais je crois qu'il faut voir aussi les places de crèche, la facilitation des transports. Enfin, il n'y a pas que le 250 € par mois que vous donnez de zéro de la naissance. Oui, un enfant, c'est pas que de l'argent. C'est pas que de l'argent. Mais il ne faut pas que l'argent soit un facteur limitant. Un frein. Est-ce que cette tendance qu'on est en train de vivre, elle vous inquiète? Moi, elle m'inquiète. Ah. Oui, elle m'inquiète parce que de toute façon, il y aura cette baisse de la natalité, y compris dans les pays qui sont à fort taux de natalité aujourd'hui, comme l'Afrique de l'Ouest, etc. Et y compris dans ces pays-là, la baisse va s'accentuer. Mais ces projections montrent qu'il va y avoir dans les pays occidentaux un certain sursaut qui va peut-être d'améliorer un tout petit peu la fécondité ou le taux de fécondité. Dans les 20 prochaines années. 2050, plus de bébés. Une petite amélioration, d'ailleurs. L'exemple sud-coréen est parlant parce qu'ils sont descendus très, très, très bas. Et il y a eu une politique de natalité qui est très courageuse, mais en tout cas, il y a une légère augmentation. Et alors, vous ne pouvez pas tomber mieux, professeur, parce qu'on est allé en Corée du Sud, parce que c'est le taux de natalité le plus bas au monde. C'est 0,8 enfants par femme. En France, on est à combien ? 1,54, je crois. Ce qui, pour nous, est historiquement bas. Hein ? Historiquement bas, mais particulièrement haut par rapport à nos voisins. C'est ça. Et alors, en Corée du Sud, quand on est allé en reportage sur place, vous allez le découvrir avec nous, on s'est aperçu qu'il y avait des écoles qui avaient été transformées en maisons de retraite. Le gouvernement lance, on l'a dit, de multiples mesures pour tenter de relancer la natalité. Il y a un petit progrès, mais un petit seulement. Petit. Et évidemment, les autorités ont peur, tout simplement, qu'il n'y ait plus assez de travailleurs en Corée du Sud pour faire fonctionner l'économie du pays. Encore une fois. Pendant plus de 20 ans, ces murs ont abrité une école maternelle. Le décor est resté, les comptines aussi. Mais les personnes âgées ont remplacé les enfants. Bonjour madame. Vous avez fini votre sieste? Vous êtes prête à descendre? Est-ce que vous avez bien mangé ce midi? Oui, j'ai bien mangé. C'est bien. Lee Min-suk était la directrice de l'école maternelle, jusqu'à ce qu'elle doive se résoudre à changer d'activité en 2023. Avant, ici, ça grouillait d'enfants. On avait 180 élèves. Dans ce couloir, il y avait une classe de chaque côté. Mais maintenant que c'est une maison de retraite, ce sont des chambres. À partir de 2018, le nombre d'élèves a commencé à baisser. Il y a eu 20 élèves en moins. Et en 2019, encore 20 élèves. Pendant 4 ou 5 ans, les effectifs n'ont fait que s'effondrer année après année. Ça n'arrêtait pas.
Je me suis dit, ah, c'est pas possible, comment on va faire s'il n'y a plus d'élèves? Il faut trouver une solution. J'ai demandé l'autorisation pour reconvertir l'établissement en EHPAD. Et c'est comme ça que la maison de retraite est née. Ça a été très difficile pour moi. Vous avez apprécié le déjeuner? Lee Min-suk n'est pas la seule à avoir vu le travail d'une vie envolé. En Corée du Sud, 4000 écoles ont fermé. À la cave, la directrice a gardé comme des reliques les jouets des enfants dont elle n'a pas eu le cœur de se séparer. Est-ce que vous gardez tout ça dans l'espoir qu'un jour il y ait de nouveau des enfants? L'espoir. C'est vrai qu'il faut garder espoir dans la vie. Mais aujourd'hui, je crois que c'est allé trop loin. Les enfants... C'est une tendance dans le monde entier, il y a moins d'enfants. Et ça me donne envie de pleurer. Ah, il faut pas que je pleure. C'est un espoir, oui. Mais je crois que c'est impossible. À Gwangju, la 6e plus grande ville de Corée du Sud, les effets de la chute brutale de la natalité sont visibles presque à chaque coin de rue. À quelques kilomètres de l'école maternelle devenue maison de retraite, une ancienne salle de réception de mariage a été transformée en funérarium. Et sur cette avenue, un ancien hôpital mère-enfant immense a aujourd'hui des allures de vaisseau fantôme. Ici, il y avait 7 salles. 7 salles de travail et d'accouchement. Et ici, c'était le bloc opératoire. Quand les femmes n'arrivaient pas à accoucher par voie basse, on les amenait ici. Et on faisait une césarienne d'urgence. Il y avait une équipe qui se relayait 24 heures sur 24. Pendant les 25 années d'activité de l'hôpital, des milliers d'enfants sont nés ici. Avant la fermeture irrémédiable, en septembre 2023. Le matériel abandonné, les horloges à l'arrêt, comme si une catastrophe s'était abattue subitement, comme si les naissances appartenaient désormais à une époque révolue. Ici, c'était les salles de consultation des gynécologues. Le nombre d'hôpitaux pratiquant des accouchements en Corée du Sud a chuté de près de 40% en 10 ans. Imaginez un pays où vous pouvez passer des heures sans croiser un seul enfant dans la rue. Où chaque personne que vous rencontrez connaît au centième près le taux de fécondité. 0,75 enfants par femme en 2024. Loin, trop loin des 2,1 nécessaires au renouvellement des générations. Un pays où le système de retraite, la croissance économique sont en sursis. En 2024, le président de la République conservateur, destitué depuis, a sonné la mobilisation générale pour sauver la Corée, bien que lui-même n'ait pas d'enfant non plus. La question du faible taux de natalité peut être considérée comme une urgence nationale. Et la mobilisation commence par les enfants qui restent. Dans la ville de Songnam, près de Séoul, la mairie a mis en place des cours de démographie pour tous les élèves, de la primaire au lycée. Aujourd'hui, une classe de CE2. Alors, on va regarder. Notre pays compte aujourd'hui 51,75 millions d'habitants. Et dans 20 ans, à votre avis? On est curieux de savoir, n'est-ce pas? Petit à petit, la courbe va descendre et en 2072, dans à peu près 50 ans, la population aura beaucoup baissé pour atteindre 36 millions d'habitants. Qu'est-ce qui se passe si ça baisse? Si la population baisse, ça va être compliqué pour le pays de survivre. Imaginez, là, dans la classe, vous êtes 18, eh bien, dans 30-40 ans, il n'y aura plus que 2 élèves. Alors, il n'y aura plus d'école? Si les élèves disparaissent, alors l'école va disparaître. Et si l'école disparaît, il y aura d'autres services, d'autres infrastructures qui vont disparaître. Et encore d'autres. Il va y avoir des problèmes dans toute la société. Qu'est-ce que tu apprends dans ce cours?
que la population va baisser. Est-ce que ça t'inquiète? Oui. Pourquoi? Parce que si la population baisse, la Corée peut disparaître. La ville a imaginé un quiz. En fonction des options choisies par les enfants, la population augmente ou continue de diminuer. L'entreprise de vos rêves vous propose d'aller travailler à l'étranger, alors que vous devez vous marier. Réponse A. Quelle opportunité, je pars. Réponse B. J'ai quelqu'un que j'aime, je préfère me marier. À ça, vraiment, je sais pas quoi répondre. Allez, choisissez, vite. Qui a choisi B, je me marie? Plus 50 000 habitants. Est-ce qu'ils sont pas un peu petits pour qu'on leur parle de tout ça? Moi, je pense que c'est l'âge idéal. Parce qu'après, quand ils deviennent adolescents, au collège ou au lycée, ils ont tendance à être beaucoup plus difficiles à convaincre. Alors que des enfants de 8-10 ans, ils sont encore très malléables, je trouve. Donc, quand on leur dit que donner la vie, c'est important, la famille, c'est important, ils l'intègrent et ils se construisent avec cette idée. Plus de 40% des Sud-Coréens en âge de procréer disent ne pas vouloir d'enfants. Le dimanche matin, dans les parcs de Séoul, on croise plus de couples avec des animaux de compagnie qu'avec des bébés. En 2023, les ventes de poussettes pour chiens ont dépassé celles des poussettes pour enfants. On les a recueillis dans un refuge pour animaux. Lui, il s'appelle Min, et lui, c'est Chic. Est-ce que vous prévoyez d'avoir des enfants? Non, on n'a pas du tout le projet d'avoir des enfants. On y a beaucoup réfléchi, mais déjà on s'est marié un peu tard, on avait 38 ans, et c'est pour des raisons financières qu'on s'est marié si tard. Ça coûte très cher de se marier en Corée. Et puis, comme on s'est marié tard, forcément, c'était plus compliqué de faire des projets d'enfants à cause de l'horloge biologique. Mais ce qui nous a vraiment décidé à ne pas faire d'enfants, c'est l'aspect financier, le coût que ça représente. Entre 2006 et 2021, l'État sud-coréen a pourtant investi 193 milliards d'euros pour tenter d'enrayer l'effondrement de la démographie. Dans un pays très peu ouvert à l'immigration, les entreprises ont commencé à craindre de manquer de main-d'œuvre et se sont lancées elles aussi dans la bataille. Suivant l'exemple du PDG de Bouyang, une société de construction, qui a décidé de verser 63 000 euros à chaque salarié qui aurait un nouveau-né. Pour la première fois en 9 ans, le nombre de naissances a augmenté en 2024, mais de seulement quelques milliers. Veuillez applaudir la mariée. Tu es trop belle! En Corée du Sud, plus qu'ailleurs, c'est un petit événement qui a lieu ce matin. Le nombre de mariages a chuté de 40% en 10 ans. Or, dans cette société très traditionnelle, il est impensable d'avoir un enfant sans être marié. On dit que l'époux qui s'incline le plus bas est celui qui est le plus amoureux. Alors on va voir. En signe de votre amour, saluez-vous. Oh, on dirait que le marié porte un amour infini à la mariée. Allez, applaudissez-les à nouveau. Nous nous engageons, même si le temps passe, à rester la personne la plus importante l'un pour l'autre et à toujours cultiver notre amour. Pour les pouvoirs publics, il y a donc urgence à provoquer plus de coups de foudre, comme celui de Suna et Taegyo. La première fois que je l'ai vue, j'ai su tout de suite que j'allais me marier avec elle. Est-ce que c'est votre projet d'avoir des enfants? Oui, on aimerait bien en avoir au moins 2. Les jeunes mariés ne se sont pas rencontrés par hasard.
Mais lors d'un speed dating, orchestré il y a 2 ans par le maire de leur ville, pour relancer la natalité. La crise démographique est telle que l'élu en organise désormais 8 par an, dans l'espoir de voir naître des amours et des bébés. C'est peut-être aujourd'hui que vous allez rencontrer la personne qui va changer votre vie. Les hommes, tournez-vous vers la gauche et les femmes vers la droite. Serrez-vous la main, bonjour, bonjour, de façon naturelle. Et maintenant, on va jouer à pierre, feuille, ciseaux. Shifumi. Moi, je suis là parce que j'ai envie de me marier. J'ai l'impression que c'est plus dur ces temps-ci de rencontrer quelqu'un. Notre génération, on est très solitaire, on a tendance à ne pas trop sortir de chez nous, donc les opportunités se font plus rares. Fermez les yeux. Et quand je dis 1, 2, 3, vous les rouvrez. Et vous vous regardez langoureusement. Et vous vous dites le plus beau compliment qui vous vient à l'esprit. 1, 2, 3. Tu es très jolie. Ils sont 50 femmes et 50 hommes, de 28 à 40 ans, répartis à chaque table par une intelligence artificielle, selon leur compatibilité supposée. Quel est, selon vous, le programme idéal pour un deuxième rendez-vous? Resto ou balade? À vous, resto ou balade? Resto. Balade. Pourquoi vous pensez que c'est le rôle des hommes politiques d'inciter les gens à avoir des enfants? Qu'est-ce que c'est? Nous devons faire prendre conscience aux jeunes que pour être heureux, ils doivent se marier et avoir beaucoup d'enfants. À long terme, à cause de la dénatalité, il va y avoir de moins en moins de jeunes, donc de moins en moins de gens pour payer les cotisations sociales et les retraites. Alors qu'au contraire, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont en bénéficier. Et donc, c'est tout notre modèle social et notre système de retraite qui risque de s'effondrer. Alors, est-ce qu'il y a des filles qui vous ont plu? Oui, il y en a 3. J'espère que l'une d'entre elles me matchera en retour. À l'issue de la soirée, animés par 2 amoureux et leur chien, 22 couples ont matché. L'histoire ne dit pas encore s'ils contribueront à relancer la natalité. Doit-on à son pays de faire des enfants pour sauver la patrie? Ou est-ce à la société de s'adapter à la baisse du désir d'enfant? Dans la région rurale autour de Yangpyeong, au milieu des rizières, l'école Gosang a été construite pour accueillir 150 élèves. Elle n'en compte plus que 7, répartis en 2 classes. Ah, vous avez fait vos devoirs. Alors le directeur a eu l'idée de proposer aux grand-mères du village, privées d'éducation quand elles étaient petites parce qu'elles étaient des filles, de rejoindre la classe pour apprendre à lire et à écrire. Je vais vous demander d'écrire une rédaction sur la journée découverte que nous avons faite vendredi au parc d'attractions. Repensez à tout ce que vous avez vu, entendu, ressenti, et écrivez ce qui vous a le plus marqué. J'ai vu tellement de choses incroyables, je ne sais même pas quoi écrire. C'est ma 5e année d'école. J'avais 80 ans quand je suis arrivée. Et j'ai aujourd'hui 85 ans. Donc ça fait 5 ans que j'étudie. Au départ, on était 4 à entrer à l'école en même temps, 4 mamies. Mais on n'est plus que 2, parce que les 2 autres sont devenus séniles. Mais nous 2, on a le même âge. Et on compte bien l'avoir, notre diplôme de fin d'école primaire. Ours. Ours. C'est quel caractère? Écoutez. Ours. Ou? Oui. Est-ce que vous avez peur de ne plus avoir de travail un jour s'il n'y a plus d'enfants?
Ça m'inquiète, oui. Même cette école. On ne sait pas quand elle viendra à disparaître. Mais c'est un phénomène national, on n'y peut pas grand-chose. Tant qu'il y aura des élèves, en tout cas, je ferai tout pour leur donner le meilleur enseignement possible. Et si l'on est amené à disparaître, eh bien, ce sera l'occasion de découvrir un autre métier. En suivant la trajectoire actuelle, la Corée du Sud pourrait perdre un tiers de ses habitants d'ici 2070. Une catastrophe nationale, ou l'occasion pour tout un pays de se réinventer. Vous voyez ce bâtiment absolument gigantesque derrière moi, franchement, on dirait un stade. D'ailleurs, on n'est pas très loin du Stade de France, près de Paris. Mais en fait, détrompez-vous, c'est un data center, un centre de données, comme on dit en français. Des millions d'informations, de fichiers numériques qui sont stockés pour différentes entreprises. Ces équipements d'un nouveau genre sont devenus indispensables, stratégiques. Alors la France, bien, elle s'est lancée dans cette bataille, mais vous allez découvrir que nous sommes très en retard par rapport aux États-Unis, où ces bâtiments futuristes poussent partout dans le pays. En exclusivité pour Envoyé spécial, nous avons pu visiter le plus grand data center du monde. Au cœur du désert du Nevada, nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle. Après des mois de négociations serrées, nous approchons de ce qui ressemble à une forteresse. C'est très sécurisé. On arrive dans notre data center qu'on appelle la citadelle. Jason Hoffman est l'un des dirigeants du groupe Switch, dont la valeur est estimée à 40 milliards de dollars. Derrière cet épais mur de béton anti-explosion, il va nous faire pénétrer dans l'un des sites les plus secrets de votre vie numérique. Ce data center héberge certaines des données les plus importantes au monde. Vos données bancaires et vos informations personnelles, tout est là. Tout. Ce bâtiment fait 15 hectares et presque 1 kilomètre de long. Bienvenue. Nous sommes devant l'entrée du plus grand data center du monde. Jason Hoffman évolue dans le business du stockage des données depuis plus de 20 ans. Derrière ces murs, il héberge la plupart des géants du numérique américain, comme Amazon, Google ou Netflix. Vous allez voir quelque chose qu'aucun journaliste n'a vu en 26 ans d'existence de notre entreprise. Présentez votre badge. Un privilège sous condition. Impossible de filmer la sécurité, notamment la trentaine de gardiens armés qui surveillent le bâtiment 24 heures sur 24. Il faut passer 3 portes blindées pour accéder enfin au cœur du data center. Nous sommes dans le secteur 1 et il faut 500 mètres pour atteindre le secteur 8. Derrière ces grilles, 9000 serveurs informatiques. Des ordinateurs qui stockent les données personnelles de dizaines de millions de personnes et d'entreprises et qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ces lumières qui scintillent sur les boîtiers indiquent que ça travaille. Ce sont les données qui transitent d'un serveur à l'autre ou qui partent vers l'extérieur. Ici, les pannes sont interdites afin de garantir aux clients des sites internet toujours disponibles.
Voyez comme les gens s'énervent quand le Wi-Fi dans un avion ne fonctionne pas ou quand ils essaient de regarder un film en famille et que ça marche pas. Ça signifie que ce type d'alimentation électrique doit lui aussi fonctionner en permanence. Une installation comme celle-ci, avec tout en triple et 2 systèmes de secours à chaque fois, c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne parfaitement. Un data center comme celui-ci consomme en électricité l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. Autant de machines qui dégagent énormément de chaleur et qu'il faut en permanence refroidir pour éviter les surchauffes. Alors ça, c'est ce qui se fait de mieux en matière de refroidissement liquide. Chaque nouvelle unité de serveur est logée dans son propre compartiment, comme un réfrigérateur. Il y a un côté froid, et si vous passez derrière, un côté chaud. Chaque serveur peut être refroidi avec une précision chirurgicale. C'est un système aussi complexe que celui d'un porte-avions ou d'un sous-marin nucléaire. Tout autour, 22 autres bâtiments identiques sont en cours de construction. À terme, pour fonctionner, il leur faudra autant d'électricité qu'une ville comme Paris aux heures de pointe. On a construit toute une série de data centers sur toute la vallée et sur l'autre côté de la colline et dans la vallée derrière cette montagne. Et pour un projet de cette envergure qu'on a lancé il y a 10 ans, on a construit davantage ces 2 dernières années que durant les 8 précédentes. Et là, c'est vraiment une course. Une course qui a aussi un impact sur l'environnement et les populations. Depuis 1 an, les États-Unis se couvrent de ces nouvelles cathédrales du numérique. Plus de 2000 chantiers sont en cours. 1000 milliards de dollars vont être investis en 5 ans dans ces gigantesques bâtiments aux 4 coins du pays. La Virginie du Nord est l'État qui en concentre le plus. Ici, transitent chaque jour 70% des données mondiales. Chaque bâtiment qu'on voit ici, c'est un data center. Brian Rothamel est l'un des responsables du développement économique de l'État. Tout ce que vous faites sur Internet passe probablement par l'un de ces bâtiments. C'est assez incroyable quand on y pense. Apparemment, ces bâtiments sont sur 2 niveaux. Mais regardez, pour 2 étages, comme ils sont gigantesques. On surnomme le comté d'Ashburn la Data Center Valley. Parmi les données hébergées ici, il y a sûrement les vôtres, grâce au câble sous-marin qui relie la France à la Virginie. Ici, c'est l'un des comtés les plus riches d'Amérique. Leur stratégie avec les data centers a commencé il y a bien longtemps. J'ai lu un chiffre indiquant que l'immobilier lié aux data centers représente ici plus de 41 milliards de dollars. C'est un peu la ruée vers l'or. Le numérique n'a pas de frontières, mais il a un code postal, celui d'Ashburn. Ici, c'est Equinix, une société qui héberge énormément de clients, dont Wikipédia par exemple. Si vous êtes sur le site internet de Wikipédia, vous êtes probablement connecté avec ce bâtiment. Ce que vous consultez et tout ce à quoi vous avez accès en informations sur le site, tout est là, probablement dans ce data center. Mais avant même d'héberger les géants de l'Internet, les data centers donnent du travail à des milliers d'ouvriers. Dans le comté voisin de Culpeper, en pleine campagne, 10 énormes bâtiments vont bientôt sortir de terre. Depuis votre dernière visite, on a vraiment bien avancé sur les fondations en béton. C'est impressionnant de voir ces 20 000 mètres carrés de terrain. Mais c'est quand on commencera à voir le bâtiment sortir de terre qu'on en réalisera vraiment l'ampleur. On va s'arrêter là, on aura une bonne vue d'ensemble.
Après avoir fait la fortune du BTP, les data centers enrichiront la commune. On prévoit que d'ici 2030, le comté de Culpeper percevra 100 millions de dollars par an en recettes fiscales. Ça va permettre de financer le nouveau tribunal, la nouvelle école, tout ce dont les habitants ont besoin. On a terminé toutes les fondations jusqu'ici. On est probablement à 70%. Je pense que ça sera fini d'ici 2 semaines. Et après, on verra les charpentiers métalliques arriver. Et là, ça va commencer à monter. Oui, c'est ça. Mais dans cette frénésie de construction, tout le monde n'est pas gagnant. Les 300 data centers qui enrichissent la Virginie du Nord sont accusés d'appauvrir certains de ses habitants. Le restaurant Le Yorkshire est devenu le point de rendez-vous des mécontents. Salut Elena, salut Rick. Salut John. Bonjour John. Venez vous asseoir. Le Yorkshire, le meilleur petit déjeuner de la ville. John, Elena et Rick ont l'habitude de se retrouver ici depuis qu'ils ont constaté que plus il y a de data centers dans le secteur, plus leur facture d'électricité augmente. Ça, c'est ma facture pour le mois de décembre. Elle est de 116 $. Et il y a 5 ans, c'était plutôt dans les 70. Cette facture date du 26 décembre 2025 et elle est de 231,11 $. Par rapport à l'année dernière, c'est 50 $ de plus. En moyenne, en Virginie du Nord, le coût de l'électricité a augmenté d'environ 50% en 5 ans. Le problème réside dans le coût total de l'infrastructure. Ce coût est entièrement supporté par les contribuables. Nous finançons donc tous la mise en place de l'infrastructure électrique qui alimente presque exclusivement les data centers. La réalité, c'est que les entreprises qui opèrent ces data centers ne vont pas absorber la hausse des prix. Cela se répercute sur les consommateurs. Ça a toujours été comme ça partout dans le pays. Et nous savons que nos factures vont continuer à grimper. Salut mon ami, content de te voir. C'est chouette que tu aies repris ce restaurant. Et je suis sincère. J'en ai pour 281 $ de facture. C'est à peu près 15 à 20 $ de plus que l'année dernière. Et environ 50 à 60 de plus qu'il y a 10 ans. Nous sommes un restaurant familial, avec des prix raisonnables. Et pour les gens, les prix, c'est très important. Parce que la plupart sont retraités et ils ont des faibles revenus. Et vous savez, j'ai 2000 $ de revenus par mois. Et 281 $, c'est vraiment beaucoup d'argent. Voilà, c'est prêt. Ok, n'oubliez pas les galettes. Oui, oui. À travers le pays, la colère gronde. Un peu partout, des citoyens manifestent, inquiets de la prolifération de ces data centers très gourmands en électricité. Surtout quand cela conduit à la réouverture d'une centrale nucléaire qui a failli exploser il y a 47 ans. 3 Miles Island, un nom et une date. Le 28 mars 1979, le jour où l'Amérique a frôlé la catastrophe. Alerte générale hier matin dans une centrale nucléaire aux États-Unis, en Pennsylvanie. La rupture du système de refroidissement d'un réacteur a provoqué une fuite radioactive. C'est le pire accident nucléaire qu'aient jamais connu les États-Unis et le 3e plus important au niveau mondial, après Fukushima et Tchernobyl. Cette centrale, Microsoft est sur le point de permettre sa réouverture. L'entreprise s'engage à racheter pendant 20 ans toute l'électricité qu'elle pourrait de nouveau produire, au grand désespoir de Jens Stilp. Il a lutté pendant 40 ans, jusqu'à obtenir la fermeture définitive de tous les réacteurs du site en 2019. Nous allons faire en sorte que cette centrale ne soit pas remise en marche. Peu importe sa taille et sa puissance, nous ne le permettrons pas. Cela ne profite à personne ici. C'est même dangereux. Le risque est énorme pour la population locale. C'est d'autant plus aberrant que la centrale alimentera des data centers situés à 300 km de là.
Rentre, Jen. Salut Patsy, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il fait froid. Viens prendre un thé. Chez Patty Longenecker, le souvenir de l'accident est une plaie restée ouverte. Elle faisait partie des 140 000 personnes qui ont évacué leur domicile en 1979 après la fuite radioactive. Ce sont 47 années de nos combats que j'ai compilés ici. Oui, absolument. Je veux laisser une trace pour ceux qui viendront après moi, grâce à ces archives. Ah, c'est ta Bible, hein? Nous pensions avoir gagné la bataille. Nous avions fait une fête immense pour célébrer ça, car nous étions convaincus que cette centrale ne rouvrirait plus jamais. Oui, on pensait que c'était fini en 2019, et maintenant on fait face à l'avidité des grands de la tech. C'est absurde de relancer ces réacteurs de première génération. Tout est vieux là-dedans. Les tuyaux, la plomberie, les tubes. Comment, dans ces conditions, peut-on encore garantir la sécurité des gens ? Ce qui ne va pas, c'est que l'énergie qui sera produite ici ne restera pas ici. Elle partira vers les data centers de Microsoft en Virginie du Nord. Alors on se demande, pourquoi devrions-nous prendre des risques pour les géants de la tech? On n'a aucun bénéfice dans cette histoire. Allez Patty, on va gagner cette bataille. C'est aussi simple que ça. On va faire de notre mieux. Une action en justice est en cours pour tenter de stopper l'ouverture prévue en 2027. Mais pas de quoi freiner cette course à la démesure impulsée par Donald Trump. Bien au contraire, il veut accélérer le rythme. Aujourd'hui, avec les plus grands noms de la tech, nous formons un groupe qui s'appelle Stargate. Notez ce nom parce que vous allez beaucoup l'entendre dans le futur. C'est une nouvelle compagnie américaine qui va investir 500 milliards de dollars au moins pour les bâtiments d'intelligence artificielle aux États-Unis. Stargate, c'est ici au Texas. Le site est gigantesque, car les besoins de l'intelligence artificielle réclament plus de données et plus d'infrastructures. Cet État devrait détrôner la Data Center Valley en 2030 et ça inquiète les habitants. Salut ma belle. Oh, un tout nouveau bébé. Regardez-moi ça. Clayton Tucker est l'héritier d'une longue lignée d'éleveurs. C'est une fille. Les gens adorent ces bébés. Elle doit avoir 1 heure à peine. Allez maman, viens par là. Voilà près d'un siècle que sa famille travaille ces terres texanes. Ils en connaissent les forces, mais aussi les faiblesses. Non. Pas toi, Lucky. Toi, tu dois rester ici avec ton bébé. Ici, chaque goutte de pluie est un miracle de plus en plus rare. Normalement, l'eau arrive à peu près ici. Mais avec toutes ces sécheresses qui s'accumulent, normalement, l'eau devrait m'arriver là, à la poitrine. Clayton est d'autant plus inquiet qu'il sait que les data centers sont très gourmands en eau pour refroidir leurs serveurs. Salut Twisty. On dirait que tu n'as plus une goutte d'eau. Sans eau, plus de Texas, du moins plus d'agriculture. Et je n'ai rien contre l'installation de data centers aux États-Unis. Mais construisez-les là où il y a de l'eau. Il y a 2 ans, on a eu une sécheresse historique et beaucoup de gens sont passés vraiment près de tout perdre. Je peux vous garantir qu'une fois que cette eau sera épuisée, alors tout le reste s'arrêtera. L'agriculture s'arrêtera, l'élevage s'arrêtera, tout le reste suivra. Un chercheur de l'université de Riverside s'est penché sur la consommation réelle en eau des data centers.
Les travaux de Shaolé Ren ont fait le tour du monde. On pose cette équation. Si l'énergie augmente avec une efficacité constante, eh bien vous allez forcément augmenter votre consommation d'eau. Basé sur les données publiques, nous pouvons estimer combien il faut d'énergie pour générer une page avec l'IA. Pour environ 10 à 50 requêtes IA, vous allez consommer un demi-litre d'eau. Ce verre contient l'eau utilisée pour stocker vos données personnelles pendant une semaine. La même quantité d'eau est utilisée par une IA pour vous donner en moyenne 200 réponses, de 100 à 300 mots. Selon Shaolé Ren, l'essor mondial de l'intelligence artificielle pourrait d'ici 2027 consommer autant d'eau que la moitié du Royaume-Uni. Des projections que les entreprises tentent de minimiser. Ces questions sont très sensibles parce que l'eau et l'électricité sont des choses que les gens perçoivent immédiatement. Et vraiment, cela sera le problème numéro 1 pour la population. Clayton, lui, a décidé de ne plus subir. Il se présente aux prochaines élections sous l'étiquette démocrate. Salut TikTok, je suis Clayton Tucker, candidat démocrate au poste de commissaire à l'agriculture. Et je poste 2-3 informations au-dessus. Les data centers utilisent beaucoup de ressources et ne créent aucun job. C'est de l'inflation pure que les data centers vont créer et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour stopper l'arrivée des data centers d'IA. Ce soir, il a été invité à rejoindre un groupe d'habitants bien décidés à ne pas laisser une dizaine de data centers s'installer sur leur territoire. Veuillez enlever vos chapeaux, s'il vous plaît. Bénissez nos efforts et bénissez nos combats. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons besoin de vous en ces jours pour le mener au nom de Jésus. Amen. Les deux grands partis politiques font front commun. Clayton, le démocrate, se retrouve à côté de la candidate républicaine Rena Schroeder. Parfois, on a l'impression de se battre contre un monstre et c'est dur. Et de vous voir tous là réunis, ça représente beaucoup. Il y a encore des pancartes et les pancartes coûtent 5 $. Et si vous voulez en donner plus, ça ira dans la cagnotte. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Ils font tout ça en cachette. On a appris la construction de ce data center pas avant le mois de novembre. J'en ai parlé à des gens d'Abilene, d'Amarillo, de Midland aussi. Ça pousse partout. Et pourquoi? À cause de la bulle de l'intelligence artificielle, d'après moi. Certains pensent qu'on n'est qu'une bande de pecnos qui refusent le progrès. Mais on n'est pas des ignares. On est des gens instruits. Et ce qui me rend folle, c'est qu'on a besoin de data centers. Mais sérieusement, l'IA? Ouais, et en plus, ils les construisent dans les endroits les plus désertiques. Ils veulent utiliser 19 millions de litres d'eau par jour. Par jour. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils volent l'avenir de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Oui, de plus en plus de gens prennent conscience que ces data centers vont créer des problèmes au Texas. Ils vont nous prendre notre eau, notre électricité et nos terres. Beaucoup d'habitants deviennent hostiles à ces projets. Pour certains ranchers, il est déjà trop tard. Taylor a investi $1 million pour créer ce ranch il y a 3 ans et se lancer dans l'élevage de chevaux destinés à une riche clientèle. Au bout de son champ, il fait désormais face au chantier de la plus grande usine d'intelligence artificielle au monde, celle de ChatGPT. Ici, c'est la dernière partie de terrain avant le data center. Ça se rapproche de plus en plus. Je ne veux tout simplement pas vivre à côté de ça. Quand j'ai acheté cet endroit,
On s'est donné à fond. On a tout fait pour y arriver. C'était un terrain nu et on y a installé tout ce qu'on pouvait. Ça a demandé du temps et des efforts. On s'est donné beaucoup de mal. Je ne veux pas que tous ces efforts soient réduits à néant. Aujourd'hui, l'éleveur se sent pris au piège. Je pensais pouvoir gagner beaucoup d'argent en revendant ce ranch. Mais aujourd'hui, qui va mettre de l'argent pour acheter une propriété comme celle-là à côté d'un data center? Je pourrais en obtenir environ 12 000 $ l'hectare. Et c'est le maximum que je pourrais avoir. Ce serait vraiment terrible. Taylor le sait bien, la révolution numérique est en marche. Rien ne semble pouvoir résister à l'extension des data centers. Vous pouvez retrouver nos sources sur la page transparence de notre site franceinfo.fr et via ce QR code. Envoyé spécial, c'est terminé pour cette fois. Si vous avez raté quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller sur France.tv ou encore sur la chaîne YouTube d'Envoyé spécial. On reste bien sûr en contact sur les réseaux sociaux. Et puis n'oubliez pas, le site d'action vient tout juste de démarrer. Vous pouvez faire des dons par téléphone au 110, par SMS au 92 110. Dans un instant, c'est complément d'enquête avec Tristan ou Alex. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci, bonsoir. N'oubliez pas.